Stéphane n'aurait jamais imaginé devoir choisir entre sa femme et sa mère, mais lorsque Manon lui posa cet ultimatum, il prit la décision qui allait changer sa vie à jamais. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un étrange visiteur allait lui faire comprendre le véritable sens de l'honneur et du repentir. L'air matinal de Valençol charriait avec lui l'arôme familier des croissants frais de la boulangerie du village et du café fraîchement moulu, des effluves qui s'infiltraient par les fenêtres de la modeste maison de campagne du quartier du Puy. Stéphane Hernandez s'étirait dans son lit lorsqu'il entendit les premiers bruits provenant de la cuisine. Sa mère, Monique, était déjà levée et préparait le petit déjeuner, comme elle le faisait depuis plus de 30 ans dans cette même maison. À 42 ans, Stéphane travaillait comme superviseur dans une usine textile locale. C'était un homme de carrure moyenne, aux mains rendues calleuses par le labeur et aux yeux qui conservaient encore cette étincelle de bonté qu'il tenait de son père. Il avait été élevé selon des valeurs traditionnelles de la province française, le respect des aînés, l'amour de la famille et l'honneur par-dessus tout. Des valeurs qui, sans qu'il le sache, allaient bientôt être mises à l'épreuve de la plus cruelle des manières. Manon, sa femme depuis 8 ans, s'agita sans repos dans le lit. À 35 ans, c'était une femme séduisante dont les ambitions dépassaient de loin ce que sa situation financière actuelle lui permettait. Elle avait grandi dans une famille de la classe moyenne à Arles et avait toujours eu le sentiment qu'elle méritait plus que ce que la vie lui avait offert. Son mariage avec Stéphane avait été, en partie, une source de stabilité, mais la présence constante de Monique dans la maison était devenue une épine dans son pied. Elle refait du bruit, marmonna Manon avec irritation, enfouissant sa tête dans l'oreiller. Stéphane soupira. Cette conversation était devenue bien trop fréquente ces derniers mois. C'est sa maison, Manon. Elle se lève toujours tôt pour préparer le petit déjeuner. Notre maison, le corrigea sèchement Manon. C'est censé être notre maison. La tension entre sa femme et sa mère grandissait comme une fissure silencieuse qui menaçait de scinder la famille en deux. Ce qui avait commencé par des contrariétés mineures s'était transformé en une guerre froide de regards fuyants, de commentaires passifs-agressifs et de territoires délimités au sein même du foyer. Monique, 73 ans, était une petite femme à l'esprit fort, veuve depuis 15 ans. Elle avait consacré sa vie entière à prendre soin de son fils unique. Après la mort de son mari, Antoine, Stéphane avait insisté pour qu'elle reste dans la maison de famille. C'était la chose à faire, ce que son père aurait voulu, ce que la tradition et son cœur lui dictaient. Mais Manon avait d'autres projets. Dans la cuisine, Monique faisait dorer des œufs brouillés tout en fredonnant doucement une chanson de Charles Aznavour. Ses mains ridées se déplaçaient avec la dextérité de décennies d'expérience. La table était déjà mise pour 3 avec les plats préférés de Stéphane, parfaitement disposés, et la baguette fraîche tout juste sortie du four enveloppée dans un torchon brodé. Les rayons du soleil matinal filtraient par la fenêtre de la cuisine, illuminant les pots de géranium que Monique entretenait religieusement. Des photographies de familles de différentes époques étaient accrochées au mur, Stéphane enfant dans son uniforme d'école, le mariage de Monique et Antoine, des vacances en famille en Bretagne, des premières communions et des anniversaires. Chaque image racontait l'histoire d'une famille unie qui, aujourd'hui, se désagrégeait en silence. « Bonjour, maman », salua Stéphane en entrant dans la cuisine, déposant un baiser sur la joue de sa mère. « Bonjour, mon chéri. Le petit déjeuner est prêt. Je t'ai fait tes œufs comme tu les aimes. Aux herbes de Provence, avec une tranche de jambon de pays. » Stéphane sourit. Malgré tous les problèmes, ces moments de normalité familiale lui apportaient la paix. Il s'assit à sa place habituelle tandis que sa mère lui versait du café dans sa tasse préférée, une tasse en céramique bleue avec un petit éclat sur le bord, qu'il refusait de remplacer. La cuisine était le cœur de la maison, avec sa vieille cuisinière à gaz mais fonctionnelle, le réfrigérateur couvert d'aimants avec des photos de famille et le vaisselier en bois qui avait appartenu à la grand-mère de Stéphane. Tout était imprégné d'histoire, de traditions transmises de génération en génération comme des recettes secrètes. « Et Manon » demanda Monique, bien que son ton suggéra qu'elle préférait ne pas connaître la réponse. « Elle va descendre dans un instant », répondit Stéphane, bien qu'il sût que sa femme attendrait qu'il ait fini de déjeuner pour apparaître, c'était juste une autre de ces petites guerres de territoire devenues routinières. Monique hocha la tête en silence et commença à nettoyer la cuisinière. Au fil des ans, elle avait appris à lire les signes de tension dans la maison. Elle savait que sa présence provoquait des frictions entre Stéphane et Manon. Mais où pouvait-elle aller? Ses autres parents vivaient loin, en Sologne, et sa maigre pension couvrait à peine ses médicaments et ses dépenses de base.
Cette maison n'était pas seulement son foyer physique, c'était le dépositaire de tous ses souvenirs. L'endroit où elle avait élevé son fils, où elle avait pleuré la mort de son mari, où elle avait trouvé du réconfort dans les moments les plus difficiles. Le petit déjeuner se déroula dans un calme relatif. Stéphane lisait les nouvelles sur son téléphone en mangeant, et Monique vaquait à ses tâches matinales avec des mouvements automatiques qui témoignaient de décennies de routine. Ils échangeaient parfois des commentaires sur la météo, les voisins ou une nouvelle locale, mais tous deux évitaient soigneusement de mentionner l'éléphant dans la pièce, l'hostilité croissante de Manon. Stéphane mâchait lentement, savourant non seulement son petit déjeuner mais aussi ses minutes tranquilles avant le début d'une autre journée de travail. Cependant, il sentait la tempête approcher. Manon se plaignait de plus en plus ouvertement de sa mère. Et Stéphane savait que quelque chose devait bientôt arriver. Tandis que Monique faisait la vaisselle, Stéphane observait ses mouvements. Ses mains, bien que ridées par l'âge, étaient encore agiles et précautionneuses. C'était la même femme qui l'avait soigné quand il était malade, qui avait travaillé de longues heures à coudre pour payer ses études, qui était restée éveillée toute la nuit quand il avait de la fièvre. Comment pouvait-il même envisager de lui demander de partir? Comme prévu, dès qu'ils entendirent les pas de Stéphane monter à l'étage pour se préparer pour le travail, Manon apparut dans la cuisine. Elle portait un peignoir en soie verte qui contrastait de façon spectaculaire avec le tablier à fleurs de Monique. Les deux femmes s'échangèrent un bref regard. Un échange chargé d'années de ressentiments accumulés. « Bonjour », dit Manon formellement. Sa voix était polie, mais froide. « Bonjour », répondit Monique, continuant ses tâches sans établir de contact visuel prolongé. Manon se versa une seule tasse de café et s'assit à l'autre bout de la table. Le silence entre elles était lourd, rempli de mots non dits et de reproches mutuels. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Finalement, Monique ne put plus se retenir. « Manon, pouvons-nous parler ?» La jeune femme leva les yeux avec une expression de défi, comme un chat se préparant à bondir. « À propos de quoi ? » ? « De nous, de cette maison, de la situation. Je sais que ma présence te dérange, et je veux comprendre pourquoi. » Manon reposa la tasse sur la table plus fort que nécessaire, le son résonnant dans la cuisine silencieuse. « Votre présence ne me dérange pas, Monique. Ce qui me dérange, c'est que vous agissez comme si vous étiez la propriétaire des lieux, alors que Stéphane et moi sommes un couple marié qui a besoin de son espace. Cette maison est la mienne depuis plus de 30 ans, répondit Monique, la voix tremblante mais ferme. Ici, j'ai élevé mon fils, ici j'ai pleuré mon mari, ici j'ai construit toute ma vie. Et maintenant, Stéphane a une femme, l'interrompit Manon, les yeux brillants d'une dureté qu'elle montrait rarement. Une femme qui veut construire sa propre famille, qui veut de l'intimité dans son mariage, qui veut décorer sa maison comme elle l'entend, qui veut inviter des amis sans avoir à demander la permission à quiconque ni se sentir jugé pour chaque décision. Les mots de Manon frappèrent Monique comme un coup de massue. La vieille femme sentit sa gorge se nouer et des larmes commencèrent à monter à ses yeux. Pendant des années, elle avait essayé de maintenir la paix, de ne pas trop s'immiscer, de trouver un équilibre impossible entre être une mère et ne pas gêner. « Je ne me suis jamais immiscée dans leur mariage, » dit-elle, la voix brisée, les mains tremblant légèrement. « J'ai essayé de respecter leur espace, de ne pas me mêler de leurs décisions. » Votre simple présence interfère, répondit Manon sans pitié. Chaque mot était soigneusement choisi pour blesser. Stéphane ne pourra jamais être complètement à moi tant que vous serez là. Il sera toujours le petit garçon de sa maman au lieu d'être mon mari. Il comparera toujours ma cuisine à la vôtre, mes décisions à ce que vous feriez, ma façon de m'occuper de la maison à la vôtre. Le bruit de la douche s'arrêta à l'étage, signalant que Stéphane allait bientôt descendre. Manon se leva et se dirigea vers les escaliers, mais s'arrêta et se tourna vers Monique avec une expression qui mêlait détermination et quelque chose de proche de la cruauté. « Cela ne peut plus durer, Monique. Quelque chose doit changer. Et bientôt. » Lorsque Stéphane descendit 15 minutes plus tard, vêtu de sa chemise de travail et des chaussures cirées que Monique avait nettoyées pour lui la veille, il trouva sa mère assise à table, les yeux rouges et les mains tremblantes autour de sa tasse de tisane à la camomille. La vaisselle du petit déjeuner n'était pas encore faite, ce qui était inhabituel pour elle. « Que s'est-il passé, maman ?» demanda Stéphane, bien que son ton indiquât qu'il soupçonnait déjà la réponse. « Rien, mon garçon, je suis juste un peu fatigué, » mentit Monique en essayant de se ressaisir. « Va travailler en paix. »
Stéphane connaissait assez bien sa mère pour savoir que ce n'était pas vrai, mais il savait aussi que la presser ne servirait à rien quand elle était aussi bouleversée. Il lui dit au revoir d'un baiser sur le front, remarquant comment sa mère s'accrocha à lui une seconde de plus que d'habitude, comme si elle craignait que ce ne soit la dernière fois. En conduisant vers l'usine dans sa vieille Citroën 2CV, Stéphane ne pouvait chasser l'image de sa mère de son esprit. Pendant le trajet à travers les routes familières de Valençol, il passa devant des lieux qui lui rappelaient son enfance, la boulangerie où Monique l'emmenait chaque dimanche, la pharmacie où elle achetait ses médicaments, l'église où il avait fait sa première communion. Tout cela faisait partie d'un monde qui semblait maintenant s'effondrer. À l'usine textile, Stéphane essaya de se concentrer sur ses responsabilités, mais l'image de sa mère en larmes se répétait dans son esprit comme un disque rayé. En tant que superviseur, il devait vérifier la qualité de la production, se coordonner avec les différents services et s'assurer que les quotas journaliers étaient respectés. C'était un travail qui exigeait une attention constante, mais ce jour-là, son esprit était partagé entre les machines à coudre et les problèmes familiaux. L'usine était un grand bâtiment bruyant, rempli du son constant des machines industrielles et des voix des ouvriers. Stéphane marchait entre les rangées de couturières. La plupart des femmes étaient d'âge mûr et le saluaient respectueusement. Certaines lui rappelaient sa mère, travailleuse, digne et habituée à se sacrifier pour leur famille. Pendant le déjeuner, il s'assit dans la petite cour de l'usine à côté de Philippe, son collègue et ami de plus de 10 ans. Philippe était un homme plus âgé, de 55 ans, qui avait vécu des situations similaires dans sa propre famille. C'était un de ces hommes qui avait grandi à l'âge d'or du machisme français, mais qui avait aussi dû s'adapter aux temps changeants et aux nouvelles attentes conjugales. « Tu as l'air soucieux, mon ami », observa Philippe en déballant son sandwich jambon-beurre, remarquant que Stéphane touchait à peine à sa nourriture. « Tout va bien à la maison ?» Stéphane soupira profondément, sentant le poids de devoir garder les apparences alors qu'à l'intérieur, il s'effondrait. Des problèmes à la maison. Manon et ma mère ne se supportent plus. Ah, le conflit classique belle-mère-belle-fille. Philippe hocha la tête d'un air entendu, comme s'il parlait de quelque chose d'aussi courant que la météo. Je suis passé par là il y a des années avec ma femme et ma mère. C'est comme une loi de la nature ou quelque chose du genre. Comment as-tu résolu ça ? Demanda Stéphane, bien qu'une partie de lui redoutât la réponse. Philippe prit une longue gorgée de son verre de vin avant de répondre, levant les yeux vers le ciel nuageux. Ma femme m'a donné le même ultimatum que Manon va probablement te donner, si ce n'est déjà fait. C'était soit ta mère, soit moi. Point final. Finalement, j'ai dû trouver une place pour ma mère dans une maison de retraite à Avignon. Stéphane sentit un nœud se former dans son estomac en entendant le mot « maison de retraite ». Et comment ta mère l'a-t-elle pris ? Au début, elle s'est sentie trahie, abandonnée. Elle ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Philippe mâcha pensivement. Mais à la fin, elle a compris. Ou du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Les mariages ont besoin de leur espace, Stéphane. C'est la réalité de notre époque. Ce n'est plus comme au temps de nos grands-parents où tout le monde vivait ensemble dans la même maison. Mais c'est ma mère, Philippe. Elle m'a élevé seule après la mort de mon père. Elle a tout sacrifié pour moi. Elle a fait des doubles journées à l'usine pour payer mes études. Comment puis-je lui tourner le dos maintenant qu'elle a besoin de moi ? Philippe posa une main lourde sur l'épaule de son ami avec la familiarité de nombreuses années d'amitié. Écoute, mon ami, il ne s'agit pas de lui tourner le dos, il s'agit d'être réaliste sur ce dont un mariage a besoin pour fonctionner. Ta première responsabilité maintenant, c'est ta femme. Quand tu t'es marié, tu as promis devant Dieu et la loi qu'elle serait ta priorité. C'est comme ça que le mariage fonctionne au XXIe siècle. Ça ne me semble pas juste, marmonna Stéphane, remuant distraitement son plat du jour. Beaucoup de choses qui sont justes ne semblent pas justes au début, répondit Philippe avec la sagesse de quelqu'un qui a pris des décisions difficiles. Mais pense-y de cette façon. Préfères-tu avoir un mariage heureux et une mère qui vit ailleurs mais en sécurité ? Ou préfères-tu avoir un mariage brisé et une mère qui se sent coupable d'avoir causé ton divorce ? Les mots de Philippe résonnèrent dans l'esprit de Stéphane pour le reste de la journée. Il y avait une logique froide dans ce que disait son ami, mais il y avait aussi une partie de lui qui se rebellait contre cette idée. Sa mère avait été son ancre toute sa vie, la seule constante après la mort de son père quand il avait 17 ans. L'idée de lui demander de quitter la seule maison qu'il ait jamais connue comme son foyer lui semblait cruelle et injuste. En supervisant la production du matin,
Stéphane se perdit dans les souvenirs de son enfance. Il se souvint comment sa mère travaillait tard à coudre des vêtements sur commande pour pouvoir lui payer ses fournitures scolaires. Il se souvint des nuits où elle était restée debout pour le soigner quand il avait de la fièvre. Il se souvint comment elle avait pleuré de joie lorsqu'il avait obtenu son diplôme, sachant qu'elle avait réussi à lui donner une meilleure éducation qu'elle n'en avait jamais eue. Quand il rentra chez lui cet après-midi-là, la tension dans l'air était palpable. Manon était dans le salon à regarder un feuilleton à un volume plus élevé que d'habitude, tandis que Monique préparait le dîner dans un silence quasi complet. Stéphane tenta de maintenir une conversation normale pendant le repas, mais chaque tentative se heurta à des monosyllabes et des regards fuyants. Le dîner était un bœuf bourguignon, du riz et de la baguette. C'était le plat préféré de Stéphane, mais ce soir-là, il avait un goût de cendre. Monique avait cuisiné avec son soin habituel, mais il était évident qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient gonflés, et de temps en temps, elle soupirait profondément, comme si elle avait du mal à respirer. Manon, en revanche, mangeait avec appétit et faisait parfois des commentaires sur le feuilleton qu'elle avait regardé, comme si elle essayait de combler le silence gênant avec des banalités. Stéphane remarqua que sa femme évitait soigneusement de regarder directement sa mère. Après le dîner, tandis que Monique faisait la vaisselle avec des mouvements mécaniques, Manon fit signe à Stéphane de la suivre dans le jardin arrière. C'était un petit espace avec quelques plantes que sa mère entretenait soigneusement, des roses, des géraniums, de la menthe et un petit citronnier qui donnait des fruits toute l'année. Il y avait aussi une table en plastique blanche où ils avaient l'habitude de s'asseoir l'après-midi quand il faisait beau. La nuit était fraîche, et on pouvait entendre le murmure lointain de la circulation sur l'avenue principale. Les lumières de la ville projetaient une douce lueur dans le ciel, et des maisons voisines provenaient les sons des télévisions et des conversations familiales. « Stéphane, nous devons parler », commença Manon, son ton sérieux étant un prélude familier à une conversation difficile. « Je t'écoute », répondit-il. Bien que son estomac se préparât déjà au pire, Manon prit une profonde inspiration, comme quelqu'un se préparant à sauter d'une falaise. Elle avait l'air déterminée, comme si elle avait répété ce moment pendant des heures. « Je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Avec ta mère ici, me sentant comme une étrangère dans ma propre maison, en compétition pour ton attention avec une femme qui ne m'accepte pas et ne m'acceptera jamais, vivant sous un jugement constant, sentant que tout ce que je fais est mal, selon ses normes. » Stéphane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il redoutait ce moment depuis des mois, mais espérait pouvoir le repousser indéfiniment. « Manon, s'il te plaît, ne recommençons pas ça. Ne m'interromps pas, continua-t-elle, sa voix se raffermissant et ses yeux brillant d'une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. J'ai essayé d'être patiente, j'ai essayé de m'adapter pendant 8 ans, mais ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Ta mère me déteste, et je ne peux plus prétendre que la situation va s'améliorer comme par magie. Ma mère ne te déteste pas, Manon. Elle est juste habituée à ses façons. Stéphane, s'il te plaît. Je ne suis ni aveugle ni stupide, l'interrompit Manon avec exaspération. Je vois la façon dont elle me regarde quand j'entre dans sa cuisine. Je la vois soupirer quand je suggère de changer quelque chose dans la maison. Je l'entends parler du bon vieux temps où vous n'étiez que tous les deux. Elle me voit comme une intruse sur son territoire, comme la femme qui lui a volé son précieux enfant. Stéphane savait que Manon avait raison, du moins en partie. Sa mère n'avait jamais complètement caché sa préférence pour l'époque où la maison n'était que pour eux deux. Mais il comprenait aussi le point de vue de Monique. Après des décennies à être la maîtresse de maison, celle qui prenait les décisions concernant la cuisine, la décoration, les routines familiales, elle devait soudainement partager ce rôle avec quelqu'un qui avait des idées très différentes sur la façon dont les choses devaient être. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Stéphane, bien qu'il redoutât la réponse de toutes les fibres de son être. Manon le regarda droit dans les yeux sans ciller. Son expression était un mélange de détermination et de supplication. « Je veux que tu lui demandes de partir. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une sentence de mort. Stéphane eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Pendant un instant, il ne put plus respirer, il ne put plus penser, il ne put que sentir le poids énorme de ce que sa femme lui demandait. « Manon, je ne peux pas faire ça. C'est ma mère. Elle n'a nulle part où aller. Sa pension est une misère. Elle a des sœurs en Sologne, » répondit Manon immédiatement, comme si elle avait pensé à toutes les objections possibles. Elle a des options. Elle ne va pas se retrouver à la rue.
Elle a 73 ans. Toute sa vie est ici, ses médecins, ses voisins, ses souvenirs, sa routine. Tu ne peux pas me demander de la déraciner comme ça. Et je suis ta femme, rétorqua Manon, sa voix s'élevant pour la première fois. Je suis censé être ta priorité maintenant. Quand nous nous sommes mariés à l'église, tu as promis de m'aimer et de me respecter par-dessus tout. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Tu ne te souviens pas de ses vœux? Stéphane passa ses mains dans ses cheveux, se sentant complètement déchiré entre deux mondes irréconciliables. Ce n'est pas si simple, Manon. Tu ne peux pas réduire 30 ans de relation mère-fils à un verset de la Bible. Si, c'est le cas, insista T.L. en se rapprochant de lui. C'est une décision, un choix que tous les hommes mariés doivent faire à un moment donné. Soit tu choisis ta mère, soit tu me choisis, mais tu ne peux pas nous avoir toutes les deux parce que cela détruit notre mariage jour après jour. L'ultimatum avait finalement été posé. Stéphane regarda vers la fenêtre de la cuisine et put voir la silhouette de sa mère qui finissait de faire la vaisselle, se demandant probablement de quoi il parlait si secrètement dans le jardin. Elle paraissait petite et fragile sous la lumière de la cuisine, comme si le poids de la tension familiale la faisait physiquement rétrécir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », dit-il finalement, sa voix lui semblant étrange même à lui-même. « Stéphane, cela fait des mois que j'y pense. J'ai été plus que patiente, au-delà du raisonnable. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche de toutes les manières possibles. Je n'en peux plus. Ça me rend malade, ça m'empêche de dormir, ça me rend folle. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? » Manon le regarda avec une détermination froide qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'était comme s'il regardait une personne complètement différente, quelqu'un capable de prendre des décisions drastiques sans sourciller. « Je veux dire que si ta mère ne quitte pas cette maison dans les 2 prochaines semaines, c'est moi qui pars. » Le cœur de Stéphane s'emballa et il sentit une sueur froide dans son cou. « Tu me menaces. » »« Je ne te menace pas. Je te donne un choix. Je mets toutes les cartes sur la table pour que tu puisses prendre une décision éclairée. Ta mère ou ta femme, ton passé ou ton avenir, ta zone de confort ou ton mariage. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Plus maintenant. Manon, ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Stéphane. Mais elle exige que nous fassions des choix. Et j'ai déjà fait le mien. Maintenant, c'est à ton tour. Cette nuit-là, Stéphane ne put dormir. Il se tourna et se retourna dans le lit pendant que Manon dormait à côté de lui, apparemment en paix après avoir lancé son ultimatum. Sa respiration était profonde et régulière, comme si elle avait enfin libéré un fardeau qu'elle portait depuis des mois. À travers les minces murs de la maison, Stéphane pouvait entendre les petits bruits nocturnes que faisait sa mère, ses pas légers vers la salle de bain, le grincement de son vieux lit, sa toux occasionnelle qu'elle avait développée ces dernières années, des sons qui l'avaient accompagné toute sa vie, aussi familiers que sa propre respiration. Il se leva doucement à 3 heures du matin et alla dans la cuisine pour un verre d'eau. Sur la table, il trouva une note écrite de l'écriture tremblante de sa mère, un style qu'il avait vu sur des milliers de notes de déjeuner d'école et de listes de courses. « Mon petit garçon, je sais que les choses sont très difficiles entre Manon et moi. Je vois comme tu souffres en essayant de maintenir la paix entre nous. Je ne veux pas te causer plus de problèmes que tu n'en as déjà. Si tu penses que c'est mieux pour ton mariage, je peux aller rester chez ta tante Thérèse pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses se calment. Je veux juste que tu sois heureux et que ton mariage fonctionne. Avec tout mon amour, ta maman qui t'adore. » Stéphane lut la note 3 fois avant que les larmes ne commencent à couler sur ses joues. Sa mère, dans son infinie bonté et son abnégation, était prête à tout abandonner pour son bonheur, comme elle l'avait fait toute sa vie. Mais était-ce vraiment la bonne solution, ou était-ce simplement la plus facile pour toutes les personnes concernées ? En retournant dans sa chambre, il passa devant la porte entr'ouverte de sa mère et la vit endormie, le chapelet encore entre les mains, une expression inquiète sur son visage que même le sommeil ne pouvait effacer complètement. Les jours suivants furent un tourment silencieux qui se propagea comme une maladie dans toute la maison. Stéphane regardait sa mère se déplacer avec une tristesse palpable, comme si elle disait déjà mentalement au revoir à chaque recoin qui avait été sa maison pendant des décennies. Manon, de son côté, semblait soulagée que la fin du conflit soit proche et traitait Stéphane avec une tendresse renouvelée qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. C'était comme si la maison était divisée en 2 réalités parallèles. Dans l'une, sa mère se préparait en silence à un départ douloureux. Dans l'autre,
sa femme se préparait avec enthousiasme à une nouvelle étape de liberté conjugale, mais Stéphane restait piégé au milieu, se sentant comme un traître, quelle que soit la direction que prendrait sa décision finale. Les jours suivants passèrent comme un film au ralenti. Stéphane se réveillait chaque matin en espérant que tout n'avait été qu'un mauvais rêve, mais la réalité le frappait dès qu'il descendait dans la cuisine et voyait l'expression résignée sur le visage de sa mère. Monique continuait ses routines quotidiennes, mais il y avait quelque chose de différent en elle, comme si une lumière intérieure s'était lentement éteinte. Au travail, Philippe remarqua immédiatement le changement de comportement de son ami. Stéphane avait perdu du poids, avait de profondes cernes sous les yeux et semblait être en pilote automatique pendant ses responsabilités professionnelles. « Tu as déjà pris une décision ?» lui demanda-t-il pendant la pause de l'après-midi alors qu'il partageait une cigarette dans l'arrière-cour de l'usine. « Je crois que oui, » répondit Stéphane d'une voix sourde, contemplant l'horizon de Valençol. « Je pense que ma mère va devoir partir. C'est la bonne chose à faire, mon ami. Ça fera mal au début, mais à la fin, tout le monde s'en portera mieux. » Tu crois ? demanda Stéphane, cherchant désespérément une confirmation qu'il ne faisait pas la plus grosse erreur de sa vie. J'en suis sûr. À la fin, ma mère a même apprécié l'indépendance. Elle a cessé de se sentir comme un fardeau et a pu vivre sa propre vie. Et mon mariage a été complètement sauvé. Ma femme et moi sommes heureux depuis 10 ans. Mais Stéphane n'avait pas l'impression de sauver quoi que ce soit. Il avait l'impression de trahir tout ce en quoi il avait été élevé, toutes les valeurs que son propre père lui avait inculquées avant de mourir. Ce soir-là, alors qu'il dînait dans un silence tendu qui était devenu la nouvelle norme, Stéphane observa attentivement les 2 femmes les plus importantes de sa vie. Sa mère picorait sa nourriture sans appétit, levant parfois les yeux vers lui avec des yeux qui mêlaient un amour inconditionnel à une profonde tristesse. Manon, en revanche, mangeait normalement et lui souriait parfois avec une chaleur qui avait été absente pendant des mois. « Le bœuf est délicieux, maman, » dit Stéphane, essayant d'injecter un peu de normalité dans la situation. « Merci, mon fils. J'ai utilisé la recette de ta grand-mère avec le vin que tu aimes tant. » Manon ne fit aucun commentaire sur la nourriture, comme elle avait l'habitude de le faire. C'était une autre des petites manières qu'elle avait de marquer son territoire. Elle ne louait plus la cuisine de Monique, comme si reconnaître son talent culinaire serait admettre une défaite dans sa guerre silencieuse. Après le dîner, Stéphane aida sa mère à faire la vaisselle, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. En essuyant un verre, Monique lui parla sans le regarder dans les yeux. « Stéphane, as-tu lu ma note ? » « Oui, maman, je l'ai lue. »« As-tu réfléchi à ce que je t'ai dit ?» Stéphane continua à essuyer le même verre pendant plusieurs secondes, incapable de formuler les mots. « Maman, serais-tu vraiment prête à partir ?» Monique arrêta ses mains dans l'eau savonneuse et le regarda enfin directement. « Si c'est ce dont tu as besoin pour être heureux, oui. Mais c'est ta maison. Tu as vécu ici depuis que tu as épousé papa. Et j'ai été heureuse ici. Mais les temps changent, mon enfant. Les familles changent. Ce qui était normal à mon époque ne l'est plus maintenant. Ça ne me semble pas juste. La justice est un luxe que les femmes de mon âge ne peuvent plus se permettre, répondit-elle avec une triste sagesse. Parfois, tout ce qu'il nous reste, c'est la résignation et l'espoir que nos enfants soient plus heureux que nous. Ces mots transpercèrent le cœur de Stéphane comme des poignards. Sa mère était prête à sacrifier son confort, sa maison, sa stabilité émotionnelle, juste pour qu'il puisse avoir un mariage paisible. C'était l'acte ultime d'amour maternel, mais cela ressemblait aussi à une trahison de tout ce qu'elle lui avait enseigné sur la famille et la loyauté. Le soir où il décida enfin de discuter formellement de la situation avec sa mère, une pluie fine tombait sur Valençol. Le son des gouttes de pluie contre les fenêtres créait une bande-son mélancolique pour la conversation la plus difficile de sa vie. Il trouva Monique dans le salon en train de tricoter un pull bleu pour le petit-fils d'un voisin. Ses doigts bougeaient avec des décennies de pratique, mais Stéphane remarqua qu'il tremblait légèrement. La télévision était allumée sur la chaîne d'information locale, mais le volume était si bas que ce n'était qu'un murmure de fond. « Maman, nous devons parler. » Elle leva les yeux de son tricot et rencontra son regard avec des yeux qui savaient déjà ce qui allait arriver. Il y avait une résignation dans son expression qui brisa le cœur de Stéphane en deux. C'est à propos de la situation avec Manon. Stéphane s'assit à côté d'elle sur le vieux canapé où il avait regardé la télévision enfant, où il avait fait ses devoirs pendant ses études,
où il avait trouvé du réconfort après des chagrins d'amour de jeunesse, où sa mère l'avait soigné pendant chaque maladie de son enfance. Maman, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à dire. Monique posa son tricot sur ses genoux et prit les mains de son fils dans les siennes. Ses paumes étaient rugueuses après des décennies de travail, mais son contact était toujours le même que celui qui l'avait réconforté depuis qu'il était bébé. Dis-le, mon petit garçon, n'aie pas peur. Je pense que ce serait mieux si tu allais vivre chez tante Thérèse pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que les choses se calment ici. Bien qu'elle s'attendît aux mots, les entendre prononcer à voix haute fut comme recevoir une gifle physique. Monique ferma les yeux et prit une profonde inspiration avant de répondre, comme si elle avait besoin de puiser de la force de quelque part très profond en elle. Est-ce ce que tu veux, ou est-ce ce que Manon veut? La question le désarma complètement. Pendant des jours, il avait essayé de se convaincre que c'était sa décision, que c'était la meilleure chose pour toutes les personnes concernées, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Et sa mère, avec cette intuition maternelle qui ne se trompe jamais, était allée droit au cœur du problème. Maman, mon mariage s'effondre. Manon dit qu'elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. Elle dit que si les choses ne changent pas, elle va partir. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu vraiment? Stéphane resta silencieux un long moment. C'était la question qu'il avait évité de se poser. Que voulait-il vraiment? Croyait-il vraiment que mettre sa mère dehors était la bonne solution, ou choisissait-il simplement la voie de la moindre résistance? Je dis que je ne sais plus quoi faire. Je me sens piégé entre vous deux. Monique caressa ses mains avec une tendresse infinie. Mon petit garçon, je ne veux pas que ton mariage se termine à cause de moi. Si ma présence ici cause tant de problèmes, alors je partirai. Mais je veux que tu saches que tu n'as pas à te sentir coupable. Comment pourrais-je ne pas me sentir coupable? Tu es ma mère, tu m'as donné la vie. Tu m'as élevé seul après la mort de papa. Tu as fait 2 boulots pour m'envoyer à l'école. Et je l'ai fait par amour, pas comme un investissement attendant un retour, l'interrompit-elle doucement. Un enfant ne doit rien à sa mère pour l'avoir élevé. C'est la responsabilité que l'on accepte en décidant d'avoir des enfants. Mais papa m'a toujours dit de prendre soin de toi. C'était sa dernière demande avant de mourir. Les yeux de Monique se remplirent de larmes en se souvenant de son défunt mari. Ton père était un homme bon, mais il vivait à une autre époque. Il ne pouvait pas imaginer un monde où les familles ne vivent plus ensemble comme avant. Je ne veux pas le décevoir. Tu ne décevras personne, mon garçon. Tu essaies d'être un bon mari, et c'est important aussi. Les larmes que Stéphane avait retenues commencèrent enfin à couler. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé que nous en soyons arrivés là. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé un moyen de faire fonctionner les choses. Ne t'excuse pas, mon fils. Tu n'as rien à te reprocher. Tu as été le meilleur fils qu'une mère puisse demander. Le plus aimant, le plus respectueux, le plus travailleur. Maintenant, tu dois aussi être un bon mari. Cette nuit-là, Stéphane aida sa mère à commencer à emballer ses affaires. Chaque objet qu'ils enveloppaient dans du papier journal représentait un souvenir, une histoire, une partie de la vie de famille qui était en train d'être démantelée. La photographie de son mariage avec Antoine en 1972, où ils avaient tous les deux l'air jeunes et pleins d'espoir. Les assiettes en porcelaine de sa grand-mère qu'elle avait héritées après sa mort. Le chapelet en cristal qu'elle utilisait chaque nuit pour prier pour la famille. Les lettres d'amour que son mari lui avait écrites pendant leur fiançailles, jaunies par le temps, mais encore parfumées à l'odeur de violette. Tu es sûr que tante Thérèse peut te recevoir? Demanda Stéphane en pliant soigneusement les vêtements de sa mère. Elle a appelé hier après-midi. Elle dit que la maison est très seule depuis la mort de l'oncle Ramon l'année dernière. Elle sera heureuse d'avoir de la compagnie. Stéphane hocha la tête, mais il n'était pas soulagé. Sa tante Thérèse vivait dans un petit village du Luberon, à 3 heures de Valençol. Sa mère devrait commencer une nouvelle vie à 73 ans, loin de tout ce qu'elle connaissait et aimait, loin de ses médecins de famille, de ses voisins de toujours, de l'église où elle avait prié pendant des décennies. Et si tu ne t'adaptes pas, et si tu n'es pas heureuse là-bas? Alors je reviendrai, dit Monique avec un triste sourire. Mais d'abord, essayons ceci. Voyons si cela donne à ton mariage le temps de guérir. Les jours suivants, la maison fut remplie d'une activité frénétique mais mélancolique.
Monique organisa ses affaires avec l'efficacité de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Elle décida quoi emporter et quoi laisser derrière elle avec une sagesse pratique qui masquait la douleur émotionnelle que chaque décision lui causait. Manon, pendant ce temps, faisait déjà des plans pour la chambre qui allait être libérée, comme si elle voulait effacer toute trace de la présence de sa belle-mère le plus rapidement possible. Elle avait acheté des magazines de décoration et passait ses après-midi à marquer des pages avec des idées pour transformer l'espace en un bureau plus moderne ou une chambre d'amis. On pourrait mettre un bureau ici, disait-elle avec enthousiasme à Stéphane. Et peut-être changer ces vieux rideaux pour quelque chose de plus contemporain. Chaque suggestion était comme un coup de poignard dans le dos pour Stéphane. Manon ne voulait pas seulement que sa mère parte, elle voulait effacer toute preuve qu'elle avait jamais été là. C'était comme si elle planifiait les funérailles de quelqu'un qui était encore en vie. Peut-être devrions-nous attendre un peu, suggéra faiblement Stéphane. Pour voir comment nous nous en sortons avec le changement. Stéphane, ta mère ne reviendra pas. Le plus tôt nous accepterons cette réalité et passerons à autre chose, le mieux ce sera pour tout le monde, y compris pour elle. La froideur avec laquelle Manon prononça ces mots fit que Stéphane la regarda comme si elle était une étrangère. Avait-elle toujours été aussi calculatrice, ou le processus de mise à la porte de sa mère avait-il révélé une facette d'elle qu'il n'avait jamais vue auparavant? La veille du départ de Monique, Stéphane la trouva assise dans le jardin arrière, regardant les plantes qu'elle avait soignées pendant tant d'années. Les roses étaient en pleine floraison. Les géraniums emplissaient l'air de leur doux parfum, et le citronnier était chargé de fruits verts qui mûriraient dans quelques semaines. « Qui va s'occuper de mes plantes ?» demanda-t-elle tristement, touchant doucement les pétales d'une rose rouge. « Je m'en occuperai, maman. Je te promets que je ne les laisserai pas mourir. » Elle sourit, mais Stéphane put voir qu'elle ne le croyait pas vraiment. Il connaissait assez bien Manon pour savoir qu'elle avait d'autres projets pour le jardin. Elle avait mentionné plusieurs fois qu'elle voulait moderniser l'espace extérieur. « Stéphane, je veux que tu saches quelque chose d'important, » dit Monique après un moment de silence, alors qu'une brise nocturne agitait les feuilles du citronnier. « Je ne te blâme pas pour ça, pas du tout. Je comprends que les temps ont changé depuis ma jeunesse. Si quelqu'un doit être blâmé, je devrais l'être. J'aurais dû trouver un moyen de faire fonctionner les choses. Quand j'ai épousé ton père en 1972, c'était différent. Les familles restaient ensemble quoi qu'il arrive. La belle-mère vivait avec les enfants jusqu'à sa mort, et les belles-filles l'acceptaient parce que c'était la tradition. Mais maintenant, les choses sont différentes. Les jeunes femmes veulent leur indépendance, leur espace. Ça ne devrait pas être comme ça, marmonna Stéphane, se sentant comme s'il perdait une bataille contre des forces qu'il ne pouvait pas contrôler. Peut-être pas, mais c'est comme ça, et nous devons nous adapter ou souffrir inutilement. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Je souffre déjà, maman. J'ai l'impression de trahir tout ce que tu m'as appris sur la famille. Tu ne me trahis pas, mon petit garçon. Tu essaies d'être un homme bon dans des circonstances difficiles. C'est ce qui compte. Cette nuit-là, Stéphane dormit à peine. Il écouta chaque mouvement de sa mère dans sa chambre, sachant que c'était la dernière nuit qu'il l'aurait sous le même toit. Manon dormait profondément à côté de lui, enfin en paix, sachant que sa bataille était gagnée et qu'elle aurait bientôt la maison entièrement pour elle. Au petit matin, Stéphane se leva et alla dans la chambre de sa mère. La porte était entr'ouverte, et il put la voir éveillée, assise sur le bord du lit, tenant une photographie. C'était une photo d'elle, de Stéphane et de son père prise dans le jardin de la maison. Il avait environ 12 ans, et ils souriaient tous les trois sincèrement, inconscients des problèmes que l'avenir leur apporterait. « Je n'arrive pas à dormir », murmura Monique quand elle réalisa que son fils était à la porte. Stéphane entra et s'assit à côté d'elle sur le lit. « Moi non plus. Tu te souviens quand nous avons pris cette photo? C'était pour ton 12e anniversaire. Ton père avait fait des heures supplémentaires toute la semaine pour t'acheter ce vélo que tu voulais tant. Je me souviens. Il était rouge avec des bandes blanches, le plus beau du quartier. Tu étais si heureux ce jour-là, tu n'arrêtais pas de courir dans le jardin en le montrant à tous les voisins. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, perdus dans les souvenirs de temps plus simples. Finalement, Monique reprit la parole. « Stéphane, je veux que tu me promettes quelque chose. Tout ce que tu veux, maman. Promets-moi que tu ne te sentiras pas coupable de ça.
Promets-moi que tu seras heureux avec Manon et que vous construirez une belle vie ensemble. Maman. Promets-le-moi. C'est la seule chose que j'ai besoin d'entendre avant de partir. Stéphane la serra fort dans ses bras, respirant une dernière fois l'odeur familière de son parfum bon marché et de son shampoing à la camomille. Je te le promets, maman. J'essaierai d'être heureux. C'est tout ce qu'une mère peut demander. Le lendemain matin, Stéphane prit un jour de congé pour emmener sa mère chez tante Thérèse. Le ciel était gris et menaçait de pleuvoir, comme si même le temps conspirait pour rendre la journée plus mélancolique. Il chargea les 2 grandes valises et les 3 cartons d'affaires dans sa vieille 2CV, tandis que Monique disait au revoir aux voisins qui étaient venus la voir partir. C'était comme des funérailles de son vivant, de longues étreintes, des larmes retenues, des promesses de rester en contact que tout le monde savait difficiles à tenir. Madame Denise, la voisine d'à côté qui était l'amie de Monique depuis 15 ans, pleurait ouvertement. Ce ne sera pas pareil sans toi, Monique. Ce quartier n'aura plus le même cœur sans toi. Prends soin de mes plantes si tu peux, Denise, et garde un œil sur Stéphane. Parfois, il oublie de manger quand il est préoccupé par le travail. Ne t'inquiète de rien, tout ira bien. Mais ses yeux disaient le contraire. Tout le monde savait que quelque chose de fondamental changeait dans le quartier, que le départ de Monique marquait la fin d'une époque. Manon lui dit un au revoir formel à la porte de la maison, sans étreinte ni larmes. Son attitude était polie, mais distante, comme si elle disait au revoir à une connaissance occasionnelle plutôt qu'à la mère de son mari. Prenez soin de vous, Monique. J'espère que vous serez très heureuse avec votre sœur. Monique la regarda un long moment avant de répondre. Prends bien soin de mon fils, Manon. C'est un homme bon avec un cœur noble. Ne le blesse pas plus que nécessaire. Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille. Manon cligna des yeux plusieurs fois, mais ne répondit pas. Le trajet jusqu'au village pittoresque du Luberon de tante Thérèse fut l'un des plus longs et des plus silencieux de la vie de Stéphane. Sa mère regardait par la fenêtre, observant le paysage familier de la Provence qui défilait, laissant derrière elle les champs de lavande, les montagnes bleues au loin, les petits villages avec leurs églises coloniales, les routes qu'elle avait parcourues pendant des décennies et qu'elle ne reverrait probablement jamais. « Tu es nerveuse, maman ? » Un peu. C'est normal, n'est-ce pas ? À 73 ans, commencer une nouvelle vie dans un endroit différent. Si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux revenir quand tu veux. C'est toujours ta maison. Monique le regarda tendrement, mais aussi avec une triste sagesse. Non, mon fils. Nous avons déjà pris la décision. Maintenant, nous devons avancer et ne pas regarder en arrière. Es-tu en colère contre moi ? En colère, non, Stéphane. Je suis triste, mais pas en colère. La tristesse est différente de la colère. La tristesse peut se supporter avec dignité. Quand ils arrivèrent au village de tante Thérèse, une petite communauté de rues pavées et de maisons coloniales, Stéphane sentit une boule dans sa gorge. C'était pittoresque et paisible, mais cela ressemblait aussi à un exil. Sa mère devrait s'adapter à un rythme de vie complètement différent, à de nouvelles routines, à de nouveaux visages. La maison de tante Thérèse était modeste, mais accueillante, avec un petit jardin devant plein de bougainvilliers violets et l'arôme de cannelle et de café qui flottait des fenêtres ouvertes. Thérèse, une femme de 70 ans semblable à Monique, mais avec une énergie plus vibrante, les reçut à bras ouverts. « Monique, ma sœur, c'est si bon de t'avoir ici. Je t'ai déjà préparé ta chambre et ton plat préféré. Merci, Thérèse. J'espère que je ne te cause pas de problèmes. » Des problèmes ? Au contraire, cette maison est bien silencieuse depuis la mort de Ramon. Ce sera comme au bon vieux temps quand nous étions petites. Stéphane put voir une faible lueur d'espoir dans les yeux de sa mère. Peut-être, juste peut-être, ce déménagement ne serait pas aussi traumatisant qu'il l'avait craint. Après avoir déchargé les valises et s'être assuré que sa mère était installée dans la chambre qui serait sa nouvelle maison, le moment inévitable de leur dernier au revoir arriva. Ils se serrèrent dans les bras à la porte de la maison de tante Thérèse, sous le ciel gris, qui commençait enfin à laisser tomber ses premières gouttes de pluie. « Je viendrai te voir tous les week-ends, promit Stéphane. Bien qu'il sût que Manon n'en serait pas heureuse. Tu n'es pas obligé, mon fils. Tu as ta vie, ta femme, ton travail. Je serai bien ici avec Thérèse. Maman, tu es la chose la plus importante dans ma vie. Tu l'as toujours été.
Et toi dans la mienne. Mais maintenant, Manon doit l'être aussi. C'est ainsi que les choses doivent être. Ils se serrèrent une dernière fois, et Stéphane eut l'impression de dire au revoir à plus que sa mère. Il disait au revoir à une partie de lui-même, à son enfance, à ses valeurs les plus profondes, à tout ce qu'il pensait savoir sur l'honneur, la famille et la loyauté. En rentrant à Valençol, sous la pluie maintenant plus forte, Stéphane se sentit complètement vide à l'intérieur. Il avait fait ce que Manon voulait, ce que Philippe avait conseillé, ce qui semblait être la bonne chose à faire selon les normes du mariage moderne. Mais cela ne ressemblait pas à un triomphe, cela ressemblait à la plus grande trahison de sa vie. Quand il arriva à la maison cette nuit pluvieuse, Manon l'attendait avec un dîner spécial et une attitude aimante qu'elle n'avait pas montrée depuis des mois. Elle avait préparé un coq au vin, son plat préféré, et avait mis des bougies sur la table de la salle à manger. La maison semblait étrangement silencieuse, sans les bruits familiers de Monique, sa toux douce, ses pas dans l'escalier, le murmure de ses prières nocturnes. « Comment ça s'est passé ?» demanda Manon en lui servant l'assiette avec un sourire qui se voulait réconfortant, mais qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Bien, elle est installée chez ma tante, » répondit Stéphane automatiquement, bien que sa voix semblât creuse même à lui-même. Les jours suivants établirent un nouveau rythme dans la maison, un rythme qui semblait artificiel et forcé. Stéphane se réveillait sans l'arôme du café fraîchement préparé et des œufs de sa mère. Manon semblait plus heureuse que jamais, commençant immédiatement les changements qu'elle avait prévus depuis des mois. La chambre de Monique fut complètement vidée et convertie en un bureau moderne. Dans le jardin, les plantes que sa mère avait soignées pendant des décennies furent arrachées et remplacées par un design plus contemporain. Chaque changement était comme une nouvelle trahison de la mémoire de sa mère, mais Stéphane s'enfonçait chaque jour un peu plus dans une tristesse qu'il ne pouvait partager avec personne. La culpabilité le rongeait comme de l'acide, surtout la nuit quand il se souvenait de l'expression résignée de sa mère en emballant ses affaires. C'est à cette période de changement rapide que quelque chose d'inattendu commença à se produire. Stéphane commença à faire des rêves très vifs de sa mère, des rêves qui le remplissaient d'une étrange paix, mais aussi d'une urgence croissante. La réponse à cette urgence vint une nuit de pluie. Exactement un mois après le départ de sa mère, Stéphane était rentré du travail plus tard que d'habitude. Il arriva à la maison trempé, fatigué et affamé. Mais la maison était sombre. Manon était sortie avec ses amis et avait laissé une note. « Je suis allé dîner avec les filles. Il y a de la nourriture surgelée dans le réfrigérateur. » Il resta dans la cuisine silencieuse à regarder la note. C'était la première fois de sa vie d'adulte qu'il rentrait dans une maison complètement vide. Sans personne pour se soucier de lui, il fit chauffer une soupe instantanée et s'assit seul à la table de la salle à manger. La maison ressemblait à un mausolée, belle, bien rangée, mais complètement sans vie. C'est alors qu'il entendit frapper à la porte. Quand il alla ouvrir, il ne trouva personne à la porte d'entrée. Il sortit sous la pluie, mais ne vit toujours personne. Il était sur le point de fermer la porte quand il entendit une voix douce derrière lui. « Bonsoir, Stéphane. » Il se retourna rapidement et vit un homme debout dans son salon comme s'il avait été là depuis toujours. Il était de taille moyenne, avec de longs cheveux sombres, une barbe bien entretenue, et portait des vêtements simples mais propres. Le plus frappant chez lui étaient ses yeux, sombres, profonds et remplis d'une compassion que Stéphane n'avait pas vue depuis longtemps. « Comment êtes-vous entré chez moi ?» demanda Stéphane, plus surpris qu'effrayé. « La porte était ouverte, » répondit l'homme avec un doux sourire. « Du moins, elle était ouverte pour moi. »« Qui êtes-vous » ? ?»« Je m'appelle Jésus, et je suis venu parce que quelqu'un qui t'aime beaucoup m'a demandé de venir te voir. » Stéphane sentit un frisson. « Vous parlez de ma mère ? Monique prie pour toi tous les soirs. » Ses larmes et ses prières m'ont atteint. L'étranger s'assit en face de lui à la table, à la place où Monique s'asseyait habituellement lors des dîners de famille. Stéphane remarqua qu'il n'y avait aucune trace de pluie sur ses vêtements. « Es-tu heureux, Stéphane ?» La question le frappa comme un coup de massue. « Je ne sais pas, » répondit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Sais-tu pourquoi tu ne sais pas ? Parce que j'ai fait ce que tout le monde me disait être juste, mais ça ne semble pas juste. » Et puis, sans savoir pourquoi, Stéphane commença à parler. Il lui raconta toutes les années de tension, l'ultimatum, la décision angoissante, le départ de Monique, le sentiment croissant qu'il avait perdu quelque chose de fondamental en lui. Jésus écouta sans interrompre, sans juger,
simplement présent d'une manière que Stéphane n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Penses-tu avoir fait ce qu'il fallait? Demanda doucement Jésus. Tout le monde me dit que oui. Mais je ne te demande pas ce que tout le monde dit. Je te demande ce que tu crois au plus profond de ton cœur. Je crois que j'ai abandonné la personne qui m'aime le plus au monde pour plaire à quelqu'un qui ne m'aime que conditionnellement. Jésus sourit tristement. C'est une observation très sage. Sais-tu ce qui fait le plus mal dans tout ça? Quoi? Que ce n'était pas nécessaire. Qu'il y avait une autre façon de gérer cette situation. Quelle autre façon? Jésus se pencha en avant. T'es-tu déjà demandé pourquoi Manon voulait vraiment que ta mère parte? Parce qu'elle disait que nous ne pouvions pas avoir d'intimité, c'étaient ses mots. Mais quelle était sa vraie peur? Stéphane fronça les sourcils, réfléchissant. La peur de Manon n'était pas celle de ta mère, Stéphane. C'était la peur de ne pas être assez pour toi. C'était la peur que tu ne l'aimes jamais autant que tu aimes ta mère. Les mots frappèrent Stéphane comme une révélation. Ta responsabilité était d'être le pont entre les deux femmes que tu aimes, pas le juge qui décide entre elles. Mais il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jésus tendit la main. Donne-moi ta main. Dès que Jésus la toucha, Stéphane sentit une chaleur se propager dans tout son corps. Ferme les yeux. Soudain, il se trouva transporté. Il se tenait sur le porche de la maison de tante Thérèse. Il pouvait voir sa mère à l'intérieur, assise près de la fenêtre, tricotant et pleurant en silence. La vois-tu? Oui. Ta mère se meurt lentement de tristesse, Stéphane. Pas à cause du déménagement, mais parce qu'elle croit avoir perdu son fils pour toujours. Stéphane vit que sa mère avait perdu du poids. Elle avait de profondes cernes sous les yeux, et ses mains tremblaient plus que d'habitude. Pendant ce temps, ta mère passe ses journées à se demander ce qu'elle a fait de mal, pourquoi son fils unique n'a plus besoin d'elle. Les images s'estompèrent, et Stéphane ouvrit les yeux, de retour dans sa salle à manger. Maintenant, tu comprends le véritable coût de ta décision. Stéphane pleurait. Oui, mais je ne sais pas comment réparer ça. Veux-tu vraiment le réparer? Plus que tout au monde. Alors tu dois être prêt à payer le prix d'être complètement honnête. Jésus lui montra alors une autre vision. Stéphane parlant honnêtement avec Manon. Des conversations difficiles, sincères. Des limites claires, mais avec amour. Une famille qui fonctionnait parce que chacun comprenait sa place. Es-tu prêt à risquer ton mariage pour sauver ton âme? Stéphane pensa à sa mère pleurant seule sur des promesses brisées. Oui, je suis prêt. À ce moment, le son des clés dans la serrure se fit entendre. Manon était de retour. Stéphane se retourna, et quand il regarda à nouveau Jésus, il avait disparu. À sa place se trouvait une petite rose rouge. Stéphane. Appela Manon depuis l'entrée. Stéphane se leva, mettant la rose dans sa poche. J'arrive, mon amour. Nous devons parler. Manon entra dans la pièce avec un sourire, mais quand elle vit l'expression sérieuse de Stéphane, son visage changea. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Stéphane prit une profonde inspiration. Manon, j'ai fait une terrible erreur et je dois la réparer. De quoi parles-tu? De ma mère. Je n'aurais pas dû la mettre à la porte. C'était la décision la plus lâche et la plus cruelle de ma vie. Le visage de Manon se durcit immédiatement. Stéphane, nous en avons déjà parlé. C'était la bonne chose à faire. Non, ce ne l'était pas. Et tu le sais. Au fond de toi, tu sais que ce que nous avons fait était mal. Nous n'allons pas recommencer. Ma mère est en train de tomber malade de tristesse. Elle se meurt parce qu'elle pense que je l'ai abandonnée. Ta mère va bien. Elle est avec sa sœur. Elle ne va pas bien. Cria Stéphane, se surprenant lui-même par la force de sa voix. Et je ne vais pas bien, et toi non plus, même si tu fais semblant. Manon recula d'un pas. De quoi parles-tu? Je parle de la façon dont nous avons construit notre mariage sur la souffrance d'une vieille femme innocente. Je parle de la façon dont tu as choisi de détruire une famille au lieu d'apprendre à en faire partie. Je n'ai rien détruit. Ta mère ne m'a jamais accepté, et tu l'as acceptée. As-tu déjà vraiment essayé de la comprendre,
de trouver un terrain d'entente? Manon resta silencieuse, les yeux se remplissant de larmes. Manon, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux plus vivre avec cette culpabilité. Je ne peux pas être l'homme qui a abandonné sa mère par commodité. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que demain, je ramène ma mère à la maison. C'est sa maison, où elle a vécu pendant 30 ans, où elle a soigné son mari jusqu'à sa mort, où elle m'a élevé. Stéphane, si tu fais ça, et moi alors? Vas-tu partir? Stéphane la regarda droit dans les yeux. Alors pars, parce que je préfère être seul avec ma dignité intacte qu'avec mon âme détruite. Manon se mit à pleurer. Tu ne m'aimes plus. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, mais je m'aime assez pour ne pas trahir mes valeurs par peur de te perdre. Mais les choses ne vont pas marcher avec ta mère. Elles marcheront si nous y mettons tous les trois du nôtre. Elles marcheront si nous fixons des limites claires, mais respectueuses. Elles marcheront si nous choisissons l'amour plutôt que l'orgueil. Stéphane s'approcha de Manon et lui prit les mains. Manon, je peux être le mari dont tu as besoin et le fils que ma mère mérite, mais pour que cela se produise, j'ai besoin que tu changes aussi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu donnes une vraie chance à ma mère. Je veux que tu reconnaisses qu'elle n'est pas ton ennemie, mais une femme âgée qui veut juste se sentir utile et aimée. Manon pleurait en silence. J'ai peur, Stéphane. Peur de quoi? Peur que tu ne m'aimes jamais autant que tu l'aimes, elle. Stéphane la serra fort dans ses bras. Manon, mon amour pour ma mère et mon amour pour toi sont complètement différents. L'un ne concurrence pas l'autre. Ma mère m'a donné la vie, mais toi, tu es ma vie. Ils restèrent enlacés en silence pendant plusieurs minutes. Et si ça ne marche pas? Demanda finalement Manon. Alors au moins, nous aurons essayé avec honneur et dignité. Manon s'écarta et le regarda dans les yeux. Penses-tu vraiment que nous pouvons y arriver? Avec de l'aide. Oui. Je pense que nous le pouvons. Quel genre d'aide? Stéphane pensa à Jésus, à ses paroles sages, à la paix qu'il avait ressentie en sa présence. Le genre d'aide qui vient quand on en a vraiment besoin. Le lendemain, Stéphane demanda un jour de congé et se rendit au village de sa tante. Pendant le trajet, il sentit une présence familière à côté de lui, comme si Jésus était avec lui. Il trouva sa mère plus mince et plus fragile qu'il ne s'en souvenait. Mais quand il lui expliqua qu'il était venu la ramener à la maison, ses yeux s'illuminèrent comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. « Es-tu sûr, mon petit garçon? Et Manon? Manon t'attend à la maison. Elle veut te demander pardon. » Monique se mit à pleurer. Je veux aussi m'excuser auprès d'elle. Quand ils arrivèrent à la maison à Valençol, Manon les attendait à la porte. Elle avait préparé le plat préféré de Monique et avait remis quelques-unes de ses photos de famille dans le salon. Les retrouvailles furent émouvantes. Les deux femmes pleurèrent, s'excusèrent mutuellement et, pour la première fois depuis des années, se parlèrent en tant qu'êtres humains au lieu d'ennemis. « Monique, dit Manon d'une voix tremblante, je n'ai jamais voulu vous faire de mal, j'avais juste peur. Et je n'ai jamais voulu te faire sentir mal à l'aise dans ta propre maison, ma fille. J'avais peur aussi. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, ils dînèrent tous les trois ensemble. La conversation était un peu forcée au début, mais devint progressivement plus naturelle. Au cours des semaines suivantes, ils établirent de nouvelles routines et de nouvelles limites. Monique aidait à la cuisine mais respectait les décisions de Manon en matière de décoration et de repas spéciaux. Manon, à son tour, demandait conseil à sa belle-mère sur les recettes traditionnelles et l'incluait dans les décisions familiales. Stéphane devint le pont qu'il aurait toujours dû être, arbitrant les désaccords et s'assurant que les deux femmes se sentaient valorisées et respectées. Tout n'était pas parfait. Il y eut des moments de tension, des malentendus et des disputes mineures, mais la différence était que maintenant, il les résolvait par le dialogue au lieu du ressentiment. Un soir, alors que Stéphane aidait sa mère à arroser les nouvelles plantes qu'ils avaient plantées ensemble dans le jardin, un compromis entre les préférences des deux femmes, Monique lui parla doucement. « Mon petit garçon, sais-tu ce que j'aime le plus dans tout ça? » « Quoi, maman? » ?»« C'est que j'ai retrouvé mon fils. Pendant ces mois où j'étais chez ta tante, j'avais l'impression d'avoir perdu non seulement ma maison, mais aussi ma place dans ta vie. Tu n'as jamais perdu ta place, maman. J'ai juste perdu mon chemin pendant un moment. Qu'est-ce qui t'a aidé à le retrouver?
Stéphane sourit, se souvenant de cette nuit pluvieuse et de la présence réconfortante qu'il sentait encore de temps en temps. Quelqu'un m'a rappelé que le véritable amour ne divise pas, il multiplie. 6 mois plus tard, la maison du quartier du Puy était complètement différente. Non pas parce qu'elle avait physiquement changé, bien que le jardin ait maintenant une belle combinaison de plantes traditionnelles et modernes, mais parce qu'elle était pleine de vie, de rire et d'amour authentique. Manon avait appris à faire le bœuf bourguignon en utilisant la recette de Monique, mais elle y avait ajouté sa touche personnelle, que même sa belle-mère admettait améliorer le plat. Monique avait appris à utiliser le micro-ondes et regardait des feuilletons modernes avec Manon l'après-midi. Stéphane n'avait pas seulement retrouvé sa mère, mais aussi sa femme. Manon était maintenant plus affectueuse et confiante, car elle comprenait enfin qu'elle n'avait pas à rivaliser pour l'amour de son mari. Un après-midi, alors que tous les trois préparaient des crêpes pour la fête d'anniversaire de Monique, Stéphane sentit une présence familière. Il se tourna vers la fenêtre et crut un instant voir Jésus debout dans le jardin, souriant et hochant la tête en signe d'approbation. Quand il cligna des yeux, la silhouette avait disparu, mais à sa place se trouvait une rose rouge parfaite qui avait fleuri de nulle part sur le rosier qu'il pensait mort. « Regardez !» s'écria Monique avec enthousiasme. « Mon rosier a fleuri. Je pensais qu'il était desséché pour toujours. » Stéphane sourit, touchant la rose dans sa poche, la même que Jésus lui avait laissée cette nuit-là. Elle n'avait jamais fané. Parfois, les choses que nous pensons mortes ont juste besoin d'un peu plus d'amour pour refleurir, maman. Cette nuit-là, en se préparant à dormir, Stéphane réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il avait failli perdre la chose la plus importante de sa vie en suivant des conseils qui semblaient justes, mais qui étaient faux. Il avait appris que le mariage ne signifie pas abandonner sa famille, mais l'agrandir. Il avait appris que le véritable amour n'exige pas de sacrifices cruels, mais de la compréhension et de la patience. Et il avait appris que parfois, lorsque nous nous sentons le plus perdus, l'aide apparaît d'où nous l'attendons le moins. Il s'agenouilla à côté de son lit, comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance, et remercia pour une seconde chance, pour une famille réunie et pour un étrange visiteur qui lui avait rappelé le chemin de la maison. Dans ses prières, il demanda la sagesse pour continuer à être le pont entre les deux femmes qu'il aimait et la force de ne plus jamais trahir ses valeurs par peur. Quand il eut fini de prier, il sentit une paix profonde qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il savait que sa vie ne serait pas parfaite, aucune vie ne l'est, mais elle serait authentique. Et dans la pièce saine, où 3 chaises entouraient une table à nouveau mise pour toute une famille, une 4e chaise restait vide, comme si elle attendait un visiteur qui serait toujours le bienvenu, mais qui n'était peut-être plus nécessaire, car Stéphane avait appris la leçon la plus importante de toutes, que le véritable amour ne divise pas, mais multiplie, et qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste quand le cœur est prêt à changer. La fin. Et vous, que feriez-vous à la place de Stéphane ? Cette histoire nous rappelle que les décisions les plus difficiles de la vie ne sont souvent pas entre le bien et le mal, mais entre deux manières différentes d'aimer. Stéphane a dû apprendre qu'il n'avait pas à choisir entre sa mère et sa femme, mais à trouver un moyen de les honorer toutes les deux. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire ? Avez-vous déjà dû choisir entre des personnes importantes dans votre vie ? Racontez-nous votre expérience et comment vous l'avez résolue dans les commentaires. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de mettre un like et si elle vous a ému, de commenter votre partie préférée, de vous abonner pour plus d'histoires qui changent la vie, et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Rappelons-nous toujours que le véritable amour ne nous demande pas d'abandonner nos proches, mais plutôt d'apprendre à mieux les aimer tous. Quel a été le moment le plus émouvant de l'histoire pour vous ? Pensez-vous que Stéphane a pris la bonne décision à la fin ? Dites-nous ce que vous en pensez.